Merci de nous retrouver sur ce plateau après ce documentaire avec mes invités. J'ai le plaisir d'accueillir Catherine Picon-Cochard. Vous êtes directrice de recherche à l'INRAE et vous êtes aussi directrice de l'unité écosystème prairial. On en parlera dans un instant. Également sur ce plateau, Olivier Touran. Vous êtes agriculteur, polyculture dans la Creuse. Vous êtes chargé d'adaptation au changement climatique à la Chambre d'agriculture de la Creuse. Et enfin, Michel Galliot, vous êtes climatologue. Merci à tous les trois d'être sur ce plateau. Je vais commencer par vous, Monsieur Galliot. Vous êtes climatologue. Il faut bien distinguer entre le climat, on a vu le film sur ce climat, le climat et la météo. Ce sont deux choses différentes. Oui, la météorologie, c'est le temps que l'on a au jour le jour. Donc, on va parler des précipitations qui changent d'un jour à l'autre. Bien entendu, c'est très variable. C'est même chaotique. Alors que le climat, c'est la succession de ces événements météorologique sur une très longue période. Ouais. En général, on utilise une période de 30 ans, et donc c'est la moyenne ou l'analyse statistique de ces successions qui nous définit un climat. Et là, on parle de changement climatique, et donc bien de changement climatique, donc durable, qui va impacter durablement. Mais Monsieur Galliot, il y a eu des changements climatiques durables dans toute l'histoire de la climatologie. Alors oui, effectivement, il y a déjà eu des changements climatiques sans remonter jusqu'aux glaciations, mais depuis cette période interglaciaire, on a eu des changements climatiques, mais qui ont été d'origine naturelle, bien entendu, mais qui n'avaient pas la même ampleur que ce qu'on connaît actuellement, en particulier sur l'amplitude de l'augmentation de la température qu'on connaît, et puis sur le fait que c'est mondial. Si on reprend l'optimum climatique du Moyen-Âge, qui est donc à la période du Moyen-Âge, c'était plutôt l'hémisphère nord qui était touché, mais pas l'ensemble de la Terre. Donc une situation qui est tout à fait inédite. Inédite et qui va donc impacter, on le dit, tout le monde, et évidemment les agriculteurs en première ligne, Olivier Touran. Au fond, cette perception du changement climatique, le monde agricole, là réellement, il y a encore des doutes. On sait que le débat est parfois encore un peu ouvert. Non, on le perçoit au quotidien et on perçoit l'évolution. Et je rejoins le climatologue pour dire que depuis quelques années, on s'est rendu compte que le climat a évolué. Et c'est ça, et que la tendance changeait. Alors, pour refaire la genèse, nous, en 2010-2011, on s'est rendu compte que les événements climatiques, sécheresse, période de gel tardif ou autres, se rapprochaient. Avant, nos parents, nos grands-parents parlaient d'une sécheresse tous les 10 ans, tous les 20 ans. C'était l'événement. Alors que nous, en 2011, on en avait subi 3 en 5 ans. On s'est dit, il se passe quelque chose. Il faut qu'on agisse et qu'on arrête de subir. Facile à dire, mais... Donc, on a fait le choix, au niveau de la profession, du département et de la région Limousin à l'époque, d'embaucher un climatologue, et pas un météorologue, un climatologue, avec qui on travaillait. Déjà, on avait des relations fréquentes. En 2006, c'était déjà le thème de l'Assemblée générale des jeunes agriculteurs de la Creuse. Donc, il a fallu 5 ans pour que ça fasse le cheminement dans les têtes. Pour qu'ils nous calculent fassent des projections climatiques à l'échelle. Nous, on a pris, ça rejoint ce que vous venez de dire, 30 ans, on a pris en 2011 l'échelle 2050. Donc, on était sur presque 40 ans. En disant, quel va être notre climat en 2050 en Creuse et en Limousin, pour qu'on puisse adapter nos systèmes. Parce que quand on avait des événements climatiques tels qu'on les a subis en 2003, en 2005, en 2011, on était toujours en phase de réaction. Et ça veut dire que le mal est déjà fait. On tente tant bien que mal de s'adapter, mais ça suffit pas. Donc le but, c'est de connaître le futur climat qui nous attend, les tendances, et de dire, tel système de production, ça sera plus possible dans telle zone, ou il sera possible dans telle autre... Parce qu'entre le plateau de Millevaches et le nord de la Creuse, le climat n'est pas le même et ne sera pas le même en 2050. Là, on va y revenir évidemment sur ces adaptations, changements. Catherine Picon-Cochard, vous êtes chercheur ou chercheuse? Vous préférez chercheuse? N'importe, comme vous êtes chercheuse pour moi à l'INRAE. Alors cette question du climat, évidemment, chez les chercheurs, elle ne se pose plus. C'est une question qui est tranchée, définitivement tranchée. On verra évidemment pourquoi vous travaillez sur ce domaine-là. Chez les chercheurs, cette question ne se pose plus. Voilà, donc c'est vrai qu'à l'échelle de l'Institut, depuis les années 90,
90, on a observé des modifications du développement des différentes plantes qui sont impliquées dans les productions agricoles, et notamment avec une précocité plus importante de l'ensemble des productions agricoles qu'on suivait depuis très très longtemps, notamment sur les vignes, les arbres fruitiers, les arbres forestiers. Et il a été aussi observé à l'échelle planétaire, grâce à des images satellites, par analyse rétrospective, que aussi la saison pendant laquelle les plantes se développaient était beaucoup plus longue actuellement que par le passé. Donc ça c'est un effet du réchauffement. Voilà, et contrairement à ce qu'on dit qu'il y a que des effets négatifs, il y a aussi quelques effets positifs. Mais pour que ces effets positifs ils puissent perdurer dans le temps, il faut aussi qu'il y ait plus ces événements extrêmes climatiques avec des sécheresses et des canicules très fortes. Oui, alors oui, on va évidemment parler de ces effets à la fois positifs, négatifs, l'adaptation des uns et des autres. Justement, sur cette question, alors qui est une question devenue politique, puisque elle est, on peut le dire aujourd'hui, au centre du débat politique, le réchauffement climatique, ça fait partie au fond aujourd'hui du débat, cette conscience pour vous, les uns et les autres qui la prenaient à bras-le-corps, vous vous dites ça y est, on y est sur le plan politique, tout le monde l'a acté, on est dans la bonne dynamique ? Globalement. On pense que non, puisque en fait, malgré les différents rapports internationaux qui ont été produits par des milliers de chercheurs, que ce soit l'IPCC, les programmes de l'IPBES sur l'érosion de la biodiversité, malgré toutes ces alertes, on s'aperçoit que les émissions de gaz à effet de serre ne diminuent pas et continuent d'augmenter. Et on sait que ça peut être vraiment avoir des effets très néfastes sur l'ensemble des productions agricoles et sur la société en général. Rien qu'à voir les derniers incendies en Australie, on voit les conséquences que ça a localement et à l'échelle aussi globale, on remet dans l'atmosphère des gaz à effet de serre. Donc ça a un effet d'amplitude et d'accentuation du changement climatique. Et Michel Galliot, alors cette prise de conscience dont je parlais, on voit bien il faut la mesurer, il faut la tempérer, même si aujourd'hui les politiques publiques sont portées vers cette idée qu'il faut aujourd'hui préserver les écosystèmes, mais en même temps, on voit bien que c'est compliqué parce qu'il y a des forces périphériques, il y a des antagonistes qui font qu'on y arrive. C'est pas si facile. Le discours a changé. Le discours, maintenant, effectivement, il n'y a plus d'ambiguïté, tout le monde le reprend. Par contre, c'est difficile de passer du discours à l'action. Que ce soit au niveau des décideurs, politiques ou économiques, parce qu'il faut savoir que la responsabilité, elle est partagée. L'horizon temporel qu'ils regardent, c'est souvent un horizon entre 5 et 10 ans. Quand on parle avec les citoyens, c'est la même chose, ils ont beaucoup de mal, tout en acceptant ce problème qui est devant eux, ils ont beaucoup de mal à modifier leurs habitudes pour y faire face. Donc, c'est su. Maintenant, tout le monde... Moi, je fais beaucoup de conférences et maintenant, les gens ne nient plus vraiment, mais ils donnent l'impression que finalement, c'est pas si grave que ça. Et puis, on a parfois les personnes âgées qui disent « Ah, c'est le problème des jeunes. Et donc, c'est pas la peine. Je fais rien parce que c'est aux jeunes de le faire. » Et puis, les jeunes pourraient dire « Ah, mais finalement, c'est aux anciens qui, depuis 50 ans, polluent l'atmosphère avec les gaz à effet de serre. Ils pourraient bien faire des efforts. » Chacun se renvoie la balle. Ouais. Alors, justement, Olivier Touran, ce paradoxe dont on entend parler, Michel et Catherine, au fond, on admet qu'il y a un problème et on a du mal à s'y adapter, ou en tous les cas à prendre des mesures. C'est paradoxal, mais en même temps, c'est aussi ça, les agriculteurs. Vous sentez, il y a une pédagogie à amener dans le monde agricole aujourd'hui, où vous dites, ça y est, nous, on a considéré définitivement qu'il faut changer les méthodes. Je pense qu'il y a encore de la pédagogie à faire. Nous... on le disait, c'est depuis 2012 qu'on travaille ce dossier-là. Maintenant, on travaille à l'échelle Massif Central. Ça veut dire qu'on a la pédagogie, on a réussi à la faire avec nos collègues du Massif Central. Il y a de la Creuse au Limousin au Massif Central. C'est déjà une belle étape. Et puis, il y a une cohérence territoriale. Donc ça, c'est important. Après, je rajouterai au propos des deux autres participants, souvent, je regrette que je partage tout ce qu'ils ont dit, que ça soit traité sous la forme dogmatique. Parce que c'est la mode, parce que c'est un sujet d'actualité, et que souvent ceux qui interviennent ou qu'on écoute peuvent être, entre guillemets, oui, dogmatiques ou extrémistes. Alors que vous êtes plus pragmatique parce que vous avez aussi... l'objectif, c'est ça, c'est d'être pragmatique, d'être pédagogue
pour sensibiliser, on ne peut pas contraindre les gens, et les agriculteurs à faire évoluer leurs pratiques. Il faut qu'on soit convaincu et qu'on démontre l'intérêt économique, social, environnemental, écologique. C'est un ensemble. Je crois que les mentalités évoluent, les gens en sont convaincus. Donc maintenant, dans le projet adaptation des pratiques culturelles au changement climatique... J'entends ce que vous dites. Nous, on a aussi des contraintes de production, et des contraintes aussi économiques. Il faut vivre de sa production. Vous considérez aujourd'hui qu'on ne donne pas assez de temps pour passer d'un mode de fonctionnement à un mode un peu plus vertueux ? Je dirais pas qu'on ne laisse pas assez de temps, parce que les systèmes, on les fait pas évoluer en claquant des doigts. Et puis une chose nouvelle dans le développement agricole, si on considère que le changement climatique est la base du développement agricole de demain, c'est qu'avant, quand on voulait faire évoluer une technique, qu'on la développe, ou on était dans un fonctionnement descendant. La technique qui était vraie chez moi ou efficace chez moi, elle était vraie au sud de l'Aveyron, dans n'importe quelle région. Avec l'évolution climatique qui a été très bien décrite tout à l'heure, ce qui sera efficace chez moi, avec mon sol et mon climat, à 50 km, produira l'effet inverse. Et ça ne marchera pas. Donc c'est ça qui est nouveau et à prendre en compte. Et ce que je regrette dans les politiques publiques, puisqu'on en parlait un peu tout à l'heure, des décideurs publics, c'est qu'ils ne tiennent pas assez compte de ça et de cet aspect territorial. Et c'est ce qu'on est en pleine négociation de la future politique agricole commune avec les ministères de l'Agriculture, l'Écologie et Régions de France. Et c'est ça qu'on essaye de porter au niveau des collectifs d'agriculteurs et de l'agriculture, c'est de dire accompagnez prenez mieux en compte ces disparités et ces choix qu'on doit faire et ces expérimentations. Et c'est bien qu'on puisse, on en parlait en aparté, le conduire avec l'INRAE demain, c'est qu'il faut qu'on expérimente et qu'on trouve comment doivent évoluer nos systèmes territoire par territoire. C'est ça qui est nouveau et les politiques publiques demain doivent l'intégrer. J'espère que le ministre de l'Agriculture et la ministre de la Transition écologique vont prendre ça en compte demain dans l'évolution du soutien à l'agriculture et à la ruralité. Alors là, on est directement avec ce que vous faites, Catherine Picon-Cochard, puisque la spécificité des territoires dont parle Olivier Touran, vous, c'est votre substrat, si j'ose dire, puisque je répète que vous êtes la directrice de l'écosystème prairial à l'INRAE. Donc, au fond, c'est sur ces domaines-là que vous travaillez. Vous pouvez nous expliquer un peu quel est votre rôle ? Alors, nous, on a pour objectif principal de faire progresser les connaissances dans les différents types de production agricole, et notamment dans ce contexte de changement climatique vers lequel on va. Donc là, il y a cette chronicité du réchauffement, mais il y a aussi ces à-coups et cette variabilité climatique qui devient de plus en plus forte. Donc l'idée, c'est qu'on développe des recherches où on va être capable de simuler des scénarios climatiques futurs. Donc on va faire subir aux plantes un certain nombre de chocs, on va dire thermiques, de chocs hydriques, et voir comment les plantes qui sont actuellement dans nos prairies permanentes sont capables d'encaisser tous ces chocs. Et si ces plantes-là ne sont pas capables de les encaisser... se retirer du système. Voilà, c'est-à-dire être pas capable de récupérer suite à des stress assez forts. C'est de voir quel type de plante on peut mettre, quel type de mélange on peut mettre. On pense que d'avoir plus d'espèces au sein des communautés végétales qui sont dans les prairies, ça peut être favorable à... maintenir la stabilité de la production et aussi être favorable à faire que l'écosystème, il va rendre l'ensemble des services qu'il est censé rendre à la fois aux activités agricoles, mais aussi pour sa capacité à atténuer le changement climatique, puisque les plantes, en fait, ont cette capacité à fixer les gaz à effet de serre, dans la mesure où elles sont suffisamment bien conduites avec des pratiques agricoles qui leur permettent de continuer à fixer ces gaz à effet de serre. Et le changement climatique, lui, à l'inverse, va faire en sorte que les plantes, si elles ne sont pas capables de bien résister, de bien s'adapter à ces conditions, vont émettre des gaz à effet de serre. Donc le but, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre, faire en sorte que les écosystèmes fixent à long terme ces gaz à effet de serre, notamment dans les sols. Et donc, c'est de travailler pour
pour comprendre en fait comment le changement climatique peut affecter l'ensemble des services. Et du coup, nous, on pourra proposer après des leviers d'adaptation possibles, que ce soit sur les pratiques ou sur le type d'espèces qu'on mettra dans les prairies dans le futur. Alors Michel Galliot, sur le climat, il y a plusieurs types de climats sur la planète. On a un climat nous, qui est, on peut qualifier de tempéré. Oui, on peut le qualifier de tempéré. C'est ça. Et relativement proche de l'océan, donc un climat océanique tempéré, quoi. Ouais. Donc qui correspond à ce que l'on voit aujourd'hui, à un écosystème. Est-ce que ce climat, il peut évoluer vers un climat chaud non. Alors, il va évoluer vers un climat plus chaud, mais il faut se méfier des analogues parce que on nous dit parfois qu'on va avoir le climat du sud de l'Espagne. Or, c'est assez différent parce qu'il continuera à pleuvoir l'hiver. Et donc, on ne va pas arriver vers un climat semi-désertique. C'est vrai qu'on aura des sécheresses plus importantes, mais ces sécheresses, c'est surtout une sécheresse du sol. C'est-à-dire les précipitations, on ne sait pas si elles vont évoluer, probablement une baisse des précipitations l'été, mais c'est surtout la sécheresse du sol, du fait qu'il fait plus chaud. C'est-à-dire qu'on ne change pas de modèle climatique, si vous nous dites, on reste dans le même modèle, mais avec moins de pluie, plus de sécheresse des sols. Moins de pluie l'été, des pluies plus fortes quand il pleut. Et quand il pleut, des pluies plus fortes plutôt que des pluies faibles. Et puis surtout, c'est cette sécheresse de sol qui va poser problème, qui va démarrer plus tôt, qui va être plus longue et qui sera plus intense, si j'ose dire. Donc c'est ça qui est le problème, et en particulier le problème pour l'agriculture, puisque ça arrive en pleine période agricole, cette sécheresse. Donc je crois que c'est le phénomène le plus impactant pour nos sociétés, c'est ces problèmes plus d'été, disons que dans nos régions. Un phénomène irréversible, c'est-à-dire que là, c'est acté, c'est acquis et c'est irréversible. C'est-à-dire que les gaz à effet de serre ont produit leurs effets, si j'ose dire. Donc là, c'est inéluctable. On s'avance vers ce scénario. Les gaz à effet de serre restent un certain temps dans l'atmosphère. Donc ceux que l'on a produits hier, dans le cas du CO2, la moitié du CO2 sera encore là dans un siècle. Donc il aura encore des effets sur le climat, ce qui fait que le scénario le plus favorable, c'est un scénario où on limite à partir de 2025 nos émissions de gaz à effet de serre. Après, il y aura une diminution lente, mais bien entendu, il y en aura encore. Donc, ce qui veut dire que le climat va continuer à se réchauffer. L'objectif, c'est de limiter ce réchauffement. Alors, l'idéal serait de limiter à 1,5 degré, c'est ce qui a été acté à la COP21 à Paris. Malheureusement, on est plutôt sur une trajectoire de 3,2 degrés au niveau mondial. Et effectivement, la France, il faut savoir qu'elle se réchauffe un peu plus que le niveau mondial. Donc ça nous ferait, en France, peut-être 4 degrés. Pourquoi la France un peu plus que le niveau mondial ? Eh bien, les continents se réchauffent plus que les océans. Et on est sur un continent, donc effectivement, on se réchauffe plus que... Puisque quand on parle du réchauffement global, on tient compte de ce qui se passe au-dessus des océans. D'accord. Donc, voilà. Et l'hémisphère nord se réchauffe plus que l'hémisphère sud. Alors, Olivier Touron, on va rentrer un petit peu dans le détail. Vous êtes, je le répète, chargé de l'adaptation au changement climatique à la Chambre d'agriculture de la Creuse. Alors, est-ce qu'il y a déjà une spécificité de la Creuse, de ce territoire ? Non, globalement, sur le territoire massif central, sur les périphéries, il y a des différences, mais la Creuse n'est pas plus particulière que la Corrèze, que la Haute-Vienne. Voilà, c'est pas ça. Il y a une cohérence territoriale. Alors sur le pourtour du Massif central, il y a des phénomènes plus extrêmes. Quand on descend le Lot et tout ça, qui deviendront plus arides. Enfin, voilà. Mais globalement, les tendances, et puis en altitude, il y a des différences plus on monte en altitude. Mais par rapport à ce qui était dit tout à l'heure, c'est vraiment l'évolution climatique va pénaliser l'agriculture du Massif central et de la Creuse notamment. La période la plus cruciale, c'est le printemps. Alors, elle va la pénaliser dans quel sens ? Il y a des productions on va devoir arrêter Certainement que le maïs, par exemple, sera beaucoup plus dur à conduire dans le croissant nord de Creuse ou du Limousin. Par contre, point positif, parce qu'il y a des points positifs, quand on se rapproche du plateau de Millevaches, ils pourront faire du maïs beaucoup plus qu'ils ne le faisaient les 20 dernières années. Parce que le climat va se réchauffer un peu, les pluviométries vont s'étaler, il y aura moins de gel précoce en automne, les gels tardifs de printemps pénalisent pas le maïs, donc
eux, ils pourront faire du maïs beaucoup plus que le croissant nord qu'ils le font aujourd'hui, où, suivant les zones, mais 3 années sur 5, la pluviométrie estivale va gêner le maïs pour pousser. Ouais. Après, ils se posent la question, comment on gère l'eau ? Parce que, comme vous le disiez, l'eau va tomber sur l'année, il y aura à peu près autant d'eau. Après, avec l'évapotranspiration, sécheresse du sol, ça va être plus compliqué. Est-ce qu'il va falloir stocker l'eau dans certains secteurs et pour irriguer certaines cultures et je pense, on parlait du maïs, mais je pense aussi à toute l'activité. On n'est pas d'accord là-dessus. J'ai pas dit que c'était la solution. Je me dis que dans certaines zones et pour certaines cultures, ça sera mieux qu'une assurance et ça va servir le rôle d'assurance pour irriguer peut-être certaines prairies type luzerne ou autres qui ont des capacités de production fourragère importantes, le maïs par endroit qui va sécuriser des systèmes. Et puis je pense aussi au maraîchage. Tous les maraîchers, va bien falloir qu'ils aient de l'eau pour faire pousser leur production. Donc tous ces sujets-là, voilà. Et pourquoi le printemps ? C'est parce que c'est au printemps où il y a le cycle végétatif est le plus important et que dans beaucoup de systèmes, on fait les stocks. Voilà, donc c'est vraiment crucial. Après, le point positif... Ça, vous abordez la question de l'eau, le stockage de l'eau. Mais c'est un autre problème, on va y revenir. Mais justement, Catherine Piquant-Cochard, par rapport à ce que disait Olivier Tourant, sur au fond, ce système de vases communicants, c'est peut-être pas le bon mot, mais une culture disparaît par endroit, et puis on peut la voir réapparaître ailleurs. Finalement, c'est la bonne réponse et... Comme ça qu'il faut voir les choses ou pas ? Alors, il y a l'adaptation au milieu qui va changer forcément. Nous, ce qu'on pense quand même, c'est qu'il faut revoir un certain nombre d'itinéraires techniques. Déjà revoir les variétés ou les espèces, c'est-à-dire le maïs, c'est pas peut-être qu'il faut complètement changer en fait. Si on veut vraiment aller vers des systèmes agricoles adaptés à ces nouvelles conditions climatiques qui soient vraiment plus où il y a des pénuries d'eau et puis des réchauffements, des stress beaucoup plus extrêmes. On pense qu'il faut carrément changer les itinéraires techniques, protéger l'évaporation du sol, donc avoir des cultures intermédiaires au lieu d'avoir des monocultures, de diversifier le plus possible les espèces ou les variétés dans les champs. Donc la question de l'autonomie fourragère est très importante aussi, c'est-à-dire comment on peut sécuriser en fait le fourrage qui sera produit à l'échelle d'un système ferme. Donc là, il y a déjà des travaux, alors pas forcément côté recherche, mais recherche-développement, sur effectivement se dire on va essayer de produire ce fourrage plus tôt dans la saison pour éviter le trou estival. Puis espérer qu'on aura aussi une repousse à l'automne. Donc là, on va essayer de le produire plus tôt. Il faut il faut créer des espèces, des variétés différentes. Ça, non, pas forcément. Alors, ça peut être ça, mais ça peut être aussi, on se dit, on installe des annuels, par exemple, plus tôt, et donc qui vont avoir un pic de production de biomasse plus tôt avant le stress estival. Donc le fait de combiner des annuels, des pérennes, ça pourrait se permettre de sécuriser en fait cette production de fourrage quand on parle de système d'élevage, là, bien sûr, mais de protéger les sols de l'évaporation naturelle, d'avoir des plantes aussi qui soient plus efficientes dans l'utilisation de l'eau et de l'azote. Et en termes aussi d'intrants, je pense qu'on va faire une réduction des intrants. En plus, il y a énormément de gaspillage. Il a été montré quand même que 50% de l'engrais azoté apporté n'était pas capté par les cultures. Donc, rien que de travailler sur des plantes plus économes en intrants, d'être capable aussi d'apporter ces intrants au moment où les plantes en ont besoin. Donc d'utiliser des méthodes type drone, etc., pour vraiment savoir à l'échelle d'un champ où les besoins sont importants. Voilà. Et donc de combiner en fait toutes ces pratiques qui permettent de faire en sorte de moins gaspiller à la fois l'eau et les différents types d'intrants. Donc ça, voilà. Alors Michel Gaillot, vous n'êtes pas dans le monde agricole, mais enfin vous
entendez ce qu'on dit. Est-ce que les climatologues travaillent aujourd'hui avec justement le monde agricole, la recherche, INRAE? Comment ça se passe? Parce que votre expertise est fondamentale en la matière, on imagine. Bien entendu, et quand on parle des rapports du GIEC, les rapports internationaux, ce ne sont pas que des climatologues qui travaillent, c'est l'ensemble des disciplines scientifiques qui apportent leur contribution. Le GIEC a publié... Le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, a publié en 2019 un rapport sur les sols et l'autonomie alimentaire. Donc là, bien entendu, des agronomes y ont participé. Quand je travaillais à l'ONERC, pour préparer le plan national, l'Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique, qui est chargé de faire les plans d'adaptation au changement climatique, bien évidemment, on travaillait avec toutes les disciplines. Il y avait l'agriculture, mais il y avait aussi les transports, la production d'énergie. Donc, on travaillait avec tout le monde. Et une des idées qui est en train de mise en avant sur l'adaptation de l'agriculture, mais sur d'autres domaines, c'est d'utiliser les solutions basées sur la nature. C'est-à-dire essayer de comprendre comment fonctionne la nature pour l'aider, l'accompagner presque plutôt que de la bouleverser. Et ça, je pense que c'est une idée nouvelle, mais qui commence à arriver et qui est sans doute une des bonnes solutions, parce qu'effectivement, la nature a su résister à des effets sur les glaciations, par exemple, et rebondir après. Et donc, elle a certainement plein de choses à nous apprendre, et il faut l'accompagner. Donc, accompagner la nature, là, on peut poser la question à l'agriculteur, parce qu'il est en lien direct avec la nature. Donc, au fond, c'est une question qui vous est posée. L'observation et accompagner la nature. Alors, on parle beaucoup d'agro-agriculture, d'agriculture biologique. Est-ce que c'est, au fond, une partie de la réponse à ce réchauffement climatique? Alors, je ne crois pas qu'il y ait une solution unique. Je crois qu'il y a des solutions. Agriculture biologique ou agroécologie, enfin, moi je suis très favorable à l'agroécologie. Pour quelle raison? Parce que c'est indispensable de raisonner à l'échelle du système. Parce qu'une solution peut être bien sur une partie de l'exploitation, mais par contre elle va pénaliser l'autre. Donc il faut analyser à l'échelle du système de l'exploitation. Et ce qui était dit tout à l'heure, depuis 2012, voire plus longtemps pour les précurseurs, on y travaille sur... on est convaincu maintenant qu'il ne faut plus laisser de sol nu l'hiver, par exemple. Enfin, voilà, pour éviter l'érosion des sols, enfin, toutes ces choses-là. Donc, on y travaille depuis 2012. On expérimente tout ça. Pas suffisamment avec la recherche. Il faut qu'on arrive à mieux créer les liens avec la recherche. Parce que la recherche... Moi, j'ai l'habitude de dire qu'il y a la recherche fondamentale, qui est fondamentale pour l'avenir, mais les plus grands chercheurs, j'ai presque envie de dire, sont les agriculteurs. Après, il faut qu'on travaille en partenariat pour valider, pour comprendre, pour comprendre l'effet du climat, l'effet du sol. Il n'y a pas de doute. Et ça, c'est l'enjeu des années à venir dans le projet AP3C qu'on a au niveau Massif Central, c'est qu'on réussisse à mettre tout le monde autour de l'adaptation des pratiques culturelles au changement climatique. Voilà. Mais là, je l'avais dit tout à l'heure, c'est pour ça que je ne le redisais pas. Pas bien entendu. Il faut qu'on remette, mais il y a la recherche, mais il y a aussi les semenciers. Enfin, il y a plein de monde à remettre autour de la table. Mais la couverture des sols, d'associer différentes espèces, on l'a fait. Enfin, on l'expérimente, on le teste. Par contre, on croyait avoir trouvé les solutions et on a retrouvé des nouvelles difficultés. C'est, par exemple, pour semer ces espèces-là après les moissons, fin juillet, début août, pour pas laisser le sol nu, il n'y a pas d'eau, donc ça germe pas. Et bien là, il faut qu'on travaille la recherche pour savoir quand est-ce qu'on doit les semer pour réussir à faire germer ces nouvelles espèces qu'on met suite aux moissons. Ça veut dire peut-être qu'il faut qu'on les sème avant de récolter le blé, l'orge ou le ça, c'est ce que disait tout à l'heure Catherine Picon-Cochard. Mais c'est pas simple, enfin, c'est pas évident parce que... Non, c'est les itinéraires techniques, voilà. Il faut adapter. Et limiter le travail du sol, parce que tout à l'heure, on parlait de réchauffement climatique, mais quand on travaille le sol, on rejette du carbone ou des gaz à effet de serre. Donc, il faut qu'on accompagne la réduction de ce travail du sol, mais c'est pas inné, ça a des conséquences pour les agriculteurs, donc il faut qu'on les accompagne et on connaît encore pas toutes les répercussions. Quand on travaille plus un sol, qu'on sème
qu'on fait du semi-direct, comme on l'appelle, ça change les cultures. Il faut accepter des fois d'avoir des mauvaises herbes, des adventices, alors que celui qui a l'habitude de labourer, il veut un sol nu, propre. Enfin, voilà, donc c'est culturel. Et puis, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que les politiques publiques doivent mieux accompagner les agriculteurs dans leurs évolutions, dans leur transition. La transition agroécologique, si chère à certains ministres, c'est un beau discours. Mais dans les actes, il faut qu'on le voit concrètement, parce que quand on change de technique, on prend, entre guillemets, vous me pardonnerez l'expression, des risques et des gamelles. D'accord. Vous parlez financiers ? Oui, financiers et techniques, parce que la première année qu'on le fait, au lieu de faire 50 quintaux en blé, peut-être qu'on fera 30, parce que le sol n'est pas prêt. Pour faire évoluer un sol, qui est notre substrat, qui est notre support, il faut 3, 5 ou 10 ans pour le faire évoluer. Je pense que l'INRA sera d'accord avec moi, l'INRAE. Donc, il faut accompagner les prises de risques par les agriculteurs. Et ça, l'État ne fait pas assez. La recherche vous aide. Vous disiez alors justement, Catherine Picon-Cochard, on entend aussi dans le discours d'Olivier Touran qu'il y a aussi parfois des effets pervers à vouloir être vertueux. Quand il dit l'agriculture biologique, c'est aussi on travaille les sols plusieurs fois par an, donc c'est aussi des gaz à effet de serre, c'est ce que j'entends. Parfois, mais l'agriculture biologique est une piste intéressante. Ne me faites pas dire... je ne pense pas qu'il y a des itinéraires techniques dédiés spécifiquement à l'agroécologie ou à l'agriculture biologique. L'idée, c'est de pouvoir limiter les pertes des ressources naturelles. Donc, quand on parle de l'eau dans les sols, donc si on a effectivement des paillis ou des cultures intermédiaires, on limite l'évaporation directe des sols. Pareil pour la disponibilité en nutriments des sols, effectivement, de travailler. Nous, on fait beaucoup de travaux, justement, sur essayer de tirer parti au maximum des régulations biologiques que les écosystèmes ont. Tout au long de l'année, vous parliez d'itinéraire technique des sols, c'est ça. Oui, mais du coup, l'écosystème en tant que tel, sans production agricole autour, tel qu'il est, si on ne le modifie pas, il a des régulations biologiques naturelles. Du fait que les plantes ont des activités spécifiques qui interagissent avec les micro-organismes du sol, et du coup, qui va libérer les nutriments disponibles dans les matières organiques. Et le fait que ces nutriments peuvent être libérés, c'est bénéfique pour les plantes et ça contribue à la fertilité, à la production agricole. Donc l'idée, c'est que nous, au niveau recherche, on a énormément de travaux à faire sur comment ces régulations biologiques se passent, comment tirer parti au maximum de ces régulations biologiques pour produire une transition agroécologique et être dans des systèmes où on va avoir moins d'intrants. Parce qu'on se sert de la nature et des végétaux pour, au fond, c'est un substrat naturel. Voilà. Ça. Donc, il y a pas d'intrants. Il y a moins de pratiques, de pratiques mécaniques sur les sols. C'est bien ça, Oui, voilà. C'est ça l'idée. C'est-à-dire qu'il y a des vers de terre dans le sol qui jouent leur rôle dans l'aération des sols, dans la libération de composés qui sont favorables aux plantes. C'est l'agriculture telle qu'on la connaissait. Bien sûr. C'est l'origine de l'agriculture. C'est celle qu'il faut retrouver. On entend souvent les agriculteurs dire c'est celle de nos grands-parents. Et souvent, on voit qu'il y a une espèce de jubilation à retrouver cette vertu du sol chez les agriculteurs. Je vous pose la question, Olivier. Oui, et ça remet sur le devant de la scène des systèmes de polyculture élevage qu'on a défendus depuis des années, que certaines orientations, nous poussaient dans une autre direction. Mais quand vous avez sur un même système, sur une entreprise agricole, de l'élevage, des cultures, un sol, la fertilisation naturelle, les animaux qui pâturent, qui gèrent, qui fertilisent le sol en même temps, qui favorisent l'écologie et le naturel, comme on l'appelle, la biologie du sol, c'est ça qu'il faut qu'on... Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Justement, là, je voudrais qu'il nous reste un peu de temps, qu'on se projette un peu, puisque finalement, vous avez fait des projections jusqu'à 2050, vous me disiez. Qu'est-ce qu'on peut penser ? Qu'est-ce qui va changer dans l'horizon agricole d'ici les 10, 15, 20 prochaines années, Madame Picon-Cochard ? Je pense surtout d'aller sur des systèmes avec des mélanges, notamment en grande culture. On est beaucoup sur des systèmes monoculture et on sait que ça a toutes ses limites. Donc d'aller plus sur des systèmes avec des mélanges, d'insérer des plantes pérennes au milieu de plantes annuelles, d'avoir différentes variétés ensemble. Donc pour l'instant, on peut dire que c'est pas encore dans les pratiques. Mais l'idée, c'est d'avoir le plus de diversité biologique
possible à l'échelle d'une parcelle, parce qu'on sait que ça, c'est favorable à limiter notamment la propagation de maladies. C'est favorable aussi à stabiliser les productions, c'est favorable à préserver les ressources. Donc il faut qu'on aille vers des systèmes avec des mélanges. Alors ça pose des questions en termes de filière derrière, c'est pas simple. Non. Moi, je suis pas compétente dans le domaine, mais ça reste compliqué d'avoir au sein de parcelles plusieurs productions en même temps. Comment on récolte différemment? Est-ce que l'hétérogénéité qui va être générée par ces parcelles où il va y avoir plusieurs sources différentes. Voilà. Donc c'est là où il va falloir que tout évolue en parallèle. C'est ça qui est compliqué, je pense. Parce que ce qu'on dit là, il faut aussi que tout le système suive. Et c'est là un enjeu important, je pense, et qui va être aussi à gérer par la politique agricole commune, par les différents acteurs qui sont impliqués dans toutes ces filières agricoles. Donc il n'y a pas que la recherche. La recherche, nous, on propose quelque chose, mais il faut qu'on avance ensemble. Michel Galliot, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, juste un message. Je relaye le message de tous les scientifiques sur le climat. C'est de dire qu'il y a urgence quand même. Le climat évolue peut-être encore plus vite que ce qu'on ne pensait. En tout cas, les extrêmes climatiques, on a vu cet été, on voit cet hiver. Et donc, il y a effectivement un message d'urgence qui est porté par le monde scientifique. Oui. Est-ce qu'on peut penser que si on résout cette question du réchauffement climatique, bien sûr, à l'échelle telle que vous l'avez rapporté tout à l'heure, est-ce qu'on pourra retrouver un jour un climat tempéré tel qu'on l'a connu il y a 50, 100 ans ? Il faudra très longtemps pour qu'on revienne à un climat vraiment équivalent. L'objectif, c'est déjà de stabiliser, d'éviter qu'il évolue trop. Mais pour redescendre, quand on aura gagné 1,5 degré, pour redescendre, il faudra probablement plusieurs siècles. Olivier Touran, vous êtes chargé donc de cette transition au sein de la Chambre d'agriculture de la Creuse. Est-ce qu'il y a des décisions un peu emblématiques que vous pourriez nous dire là? Qu'est-ce qui vous marque aujourd'hui? Quel est le message auprès des jeunes agriculteurs qui s'installent? Alors, la première décision emblématique qu'on a prise, c'était quand même d'embaucher un météorologue en 2012. Ouais. Regardez sur le territoire national, je crois que c'était quand même une innovation, une première. Donc ça, c'était... Voilà. Après, depuis tous les travaux qu'on a conduits, c'est ce qu'on a dit depuis le début, toute l'expérimentation, ce qui nous reste à faire, c'est tout le travail avec les filières. Comme vous l'avez dit, il va falloir modifier des cahiers des charges et autres. C'est aussi de communiquer positivement sur le rôle de l'agriculture, parce que l'agriculture est une solution pour le changement climatique. On travaille sur l'atténuation et sur l'adaptation, et ça, tous les services environnementaux que l'agriculture rend, c'est ça notre enjeu de demain. Bien, c'est une solution, l'agriculture, comme la science en est une autre, comme le climatologue que vous êtes en est un aussi. Merci à tous les trois d'avoir apporté votre expertise, votre connaissance à ce débat qui reste ouvert. Merci de rester fidèle à Débat Doc.